Alors je reviens sur des points que j'avais déjà abordés précédemment, mais dont je ne me lasse pas de les décliner. C'est la dialectique de la mort et de la vie et la dialectique de la vue et de l'ouïe. Alors, effectivement, tout ça n'est pas très facile à entendre, mais globalement, les gens d'en bas ont un problème avec la rigidité. Ils veulent rigidifier le discours d'en haut, pour en quelque sorte le paralyser. Ils disent voilà, les gens d'en haut, ils ont le droit de dire des trucs, mais une fois qu'ils l'ont dit, c'est terminé, c'est figé, ça ne bouge plus. Ce qui est une façon de les mettre au chômage, en quelque sorte. Or, les gens d'en haut, ils ont l'obligation, en permanence, de veiller à ce qu'un certain nombre de choses fonctionnent et de corriger le tir si c'est nécessaire. Donc, ils ne peuvent pas démissionner une fois qu'ils ont pondu un texte. Et c'est là qu'il y a une guerre, une lutte des classes tout à fait évidente, avec beaucoup de mauvaise foi, mais ça correspond aussi à un besoin. Les gens d'en bas ont besoin que les choses soient figées et qu'on ne bouge plus et qu'on fasse ce qu'on a dit, qu'on respecte sa parole. Là aussi, je renvoie à des discussions que j'ai eues pendant le week-end dans le cadre du Café Philo McDo. N'est-ce pas? Voilà, il faut que celui d'en haut respecte sa parole. Comme ça, il est bien bloqué, là, il a un carcan, il ne bouge plus. Bon. Or, on voit bien avec des gens comme Trump que qui n'ont pas froid aux yeux et qui disent oui, bon, effectivement, on s'est mis d'accord là-dessus, mais ça va pas, et puis on va changer, et puis on va corriger le tir, etc. Et il faut bien comprendre que ça, ce monde-là, qui est beaucoup plus vivant, hein, où les choses bougent, où rien n'est absolument prévisible, rien n'est absolument établi, c'est un monde qui est fait pour des gens qui ont les nerfs et les reins assez solides. Et pour les gens d'en bas, ben ils se sentent menacés parce qu'ils sentent qu'ils vont dépendre indéfiniment des gens d'en haut, puisque à toute occasion, les gens d'en haut peuvent changer les ordres, les arrangements, les règles du jeu, etc. Voilà la petite guerre qui se mène, et malheureusement, il n'y a pas la conscience, les gens ne sont pas formés pour prendre conscience de cette dualité, c'est mis sous le boisseau, c'est nié, etc. Et alors, je voudrais revenir là-dessus, donc effectivement, ce qui est mort, il y a des gens qui. Alors, j'ai assisté à plusieurs concerts pendant ce week-end, et on est dans la mort. Hein. Voilà, le compositeur a laissé la partition, il a fait son testament, il a laissé des partitions, et c'est mort. Et maintenant, les interprètes vont pouvoir redonner vie, en quelque sorte, à ce qui est mort. En faisant ça, évidemment, c'est une sorte de testament. On laisse un testament, voilà, bon. Mais c'est un suicide aussi. Celui qui est en haut cristallise sa pensée, il se suicide quelque part. Et il se met hors course. Les gens d'en haut ne doivent jamais complètement mettre par écrit de façon définitive leurs propos. C'est pour ça que l'oralité est une condition fondamentale. Moi-même, je reconnais que depuis quelque temps, je mets très peu de choses par écrit. Et ça peut poser problème, parce qu'il y a des gens qui aiment bien lire, parce que ça les rassure. Dès que quelque chose est écrit, ça les rassure. Quand quelque chose est oral, ils ont dit ah oui, mais c'est pas encore prêt, c'est pas encore terminé, c'est pas encore finalisé, etc. Donc c'est un point important. Pour les colloques, par exemple, que j'ai organisé, à une époque, tout était mis par écrit, un tel parle à telle heure, sur tel sujet, etc. Donc, une fois que j'avais fait ça, moi, je pouvais disparaître, le colloque allait fonctionner tout seul. Et puis après, j'ai dit non, mais finalement, on ne va pas fonctionner comme ça. On ne va pas trop préciser à l'avance le programme, on ne va pas trop préciser qui va parler, on va dire que voilà, les choses vont se faire sur le moment, et là, ça donne évidemment plus de poids à l'organisateur. Puisque lui, on ne peut pas le mettre de côté, puisque tout n'est pas encore terminé.
Donc si vous voulez, il y a les colloques où tout est déjà arrangé et fixé dès le départ, et par conséquent, à partir de là, c'est les gens d'en bas, en quelque sorte, qui vont pouvoir continuer, en redonnant vie à ce programme qui est mort, qui est figé. Et puis d'un autre côté, il y a effectivement le cas où l'organisateur dit non, je suis désolé, mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin du colloque, j'ai un droit de regard, je peux modifier ceci, je peux modifier cela, je peux faire intervenir celui-ci, celui-là, etc. Et là, c'est un rapport de force différent. Et effectivement, les gens d'en bas sont dérangés quand le programme n'est pas complètement détaillé et précisé. Voilà encore une fois cette guerre des classes, cette lutte des classes qui se manifeste et qui est une vérité fondamentale qui n'est pas faite pour disparaître, parce que de toute façon, elle est congénitale à notre humanité. C'est l'opposition d'ailleurs entre Adam, le surhomme, et sa maisonnée faite des femmes, des esclaves, du bétail, des machines, etc. Et ça ne changera pas. Donc, il y a là un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs avec Jésus. Jésus qui meurt et qui ressuscite. Cette cyclicité comme ça, voyez-vous. Pour pouvoir revivre, il faut mourir. Pour pouvoir se séparer, pour pouvoir se retrouver, comme on dit au revoir, pour se revoir, il faut déjà être parti. Là. Donc il y a une cyclicité là qu'il faut bien comprendre. Si je mettais par écrit mes propos, ils mourraient. Mais en même temps, ça donnerait à d'autres occasions de les faire revivre, en les relisant, en les lisant à voix haute, en se les appropriant en quelque sorte. Et à partir du moment où je refuse de les écrire, où je reporte le moment de leur écriture et surtout de leur publication définitive, eh bien, je garde la main, si on peut dire. Je garde la main et, par la même occasion, je perds l'occasion de marquer les esprits de certaines personnes, parce que tant que ce n'est pas écrit et même publié, eh bien, ils ne prennent pas la peine d'écouter. Et à ce sujet-là, justement, on le voit bien dans les cafés philo McDo, l'écoute est très mauvaise. Les gens que j'interviewe, moi, ma mère était sourde, donc je comprends un peu les comportements des sourds, et sourds sur la fin de sa vie notamment, à savoir que les sourds ne comprennent que ce qu'on leur dit directement, mais ils ne peuvent pas suivre une conversation. Donc si je parle avec quelqu'un d'autre, la personne sourde, elle est hors jeu. Hein. Donc ils préfèrent, d'ailleurs il y a Valentin, lui il parle tout le temps d'interview, il ne parle pas de discussion. Il veut être interviewé et il veut qu'on lui pose des questions, et puis après, quand on pose des questions à quelqu'un d'autre, il n'écoute plus, il s'en va. Bon, et ça c'est tout à fait malsain, mais en même temps c'est tout à fait symptomatique d'une incapacité à écouter, donc une faiblesse de l'écoute de l'ouïe, hein, l'ouïe, parce que c'est vrai, je viens d'en parler, le discours oral, c'est l'ouïe, et les gens d'en bas, eh bien, ils n'ont pas une capacité cérébrale d'entendre, sinon dans des conditions très très limitées, où on s'adresse à eux, on leur pose une question précise, etc., etc. Ils vont pouvoir émettre à ce moment-là. Hein. On déclenche une question, toc, émission. En réalité, ils écoutent très peu et ils émettent beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire. Et les gens d'en haut, eux, ils s'écoutent mutuellement. Ils réagissent à ce que l'un ou l'autre a dit. Mais dans un débat, alors dans les cafés philo, c'est un peu ce qui se passe aussi. Les gens interviennent les uns après les autres sans rebondir et sans avoir écouté ce que l'autre a dit. Le type commence, par exemple, la personne, elle va parler alors que d'autres choses ont été dites avant dont elle aurait dû tenir compte, mais non, elle avait déjà préparé sa réponse avant même que la réunion commence, parce qu'elle avait déjà réfléchi sur le titre du thème. Voilà, donc ça c'est lamentable. On voit que la capacité à écouter et à réagir immédiatement, à rebondir et à intégrer ce qui a été dit avant, elle est très faible. Elle est très faible. Et ça c'est une déformation. Alors dans les cafés philo que j'organise, j'essaye malgré tout, mais ça c'est en train de se dégrader actuellement, de faire qu'il y ait une collégialité où que les gens puissent parler entre eux et débattre entre eux, mais au fond, la solution de facilité, c'est de faire parler les uns après les autres et de les mettre
en contradiction les uns avec les autres, sans que c'est moi qui dois faire l'écoute des uns et des autres, parce que les uns et les autres ne s'écoutent pas entre eux. Voilà. Mais ça, c'est aussi la même chose du rapport à la vie avec la mort, parce que les gens ont une plus grande capacité à lire un texte qui est mort et qui est là, bouge plus, là, il est là, qu'à écouter quelqu'un qui parle. Bon. Et ça, c'est une évidence. Euh, D'où l'importance aujourd'hui encore du livre. Hein. Les gens sont beaucoup plus à l'aise, au fond, même si on leur donne des possibilités d'expression, finalement, au bout du compte, ils sont beaucoup plus à l'aise dans le monologue, qui n'est pas vraiment vrai, le débat, ou beaucoup plus à l'aise à la lecture, qui permet de récupérer des choses. Par exemple, Valentin, il ne cesse pas de citer des textes qu'il trouve sur son téléphone portable. Voilà. Donc il va citer un ceci. Et ça aussi, c'est la mort. Citer un texte, c'est d'être dans la mort. Hein. Et c'est aussi quelqu'un qui dit, mais moi, de toute façon, moi, je n'invente rien, je vous cite ce que dit machin ou truc, etc., en accordant évidemment la plus grande importance à la personne qu'il va citer. Hein. Bon, en disant, ah ben celui-là, c'est pas n'importe qui, c'est Jacques Attali, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est des tops, etc. Bon, donc il va s'arranger comme ça, en disant, en reconnaissant effectivement la sonorité de certains, et donc par conséquent, le fait que leur parole est déterminante, est importante, et qu'elle est très révélatrice. Donc si tel et tel juif dit quelque chose, c'est forcément ce que disent tous les juifs, etc. Donc ça, c'est une forme d'antisémitisme. Par extension, on met en exergue tel et tel propos, qu'on souvent d'ailleurs sorti de son contexte, on dit, regardez, voilà ce que vous, les juifs, vous dites. Voilà, bon, mais ça c'est aussi, mais c'est toujours par rapport à des choses qui sont déjà dites, n'est-ce pas, qui sont, voilà. Et à la limite, ces gens-là, quand vous les rencontrez, ils ne vont pas vous parler de ce que vous dites aujourd'hui, ils vont vous parler de ce que vous avez écrit autrefois ou avant. Toujours un décalage dans le temps, parce que la mort, c'est le passé. Hein. Donc quelqu'un qui est dans le passé, il est pour la mort. Il veut que les choses soient déjà passées, c'est-à-dire que c'est déjà établi. Et quelqu'un qui est dans la vie, il est dans le présent, il est dans l'avenir.